Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de la politique douanière de Donald Trump. Quelles conséquences pour les entreprises françaises et européennes? Ce sera dans quelques instants avec Marc Brocardi, associé chez Arsène. On parlera ensuite du dernier livre de Vincent Brengart, qui est associé chez Bourdon Associés, qui s'appelle Défendre l'impossible. Et enfin, on parlera de la tech. Quel rôle de la tech pour le notariat avec Olivier Piquet, troisième vice-président du Conseil supérieur du notariat en charge du numérique. Voilà pour les titres. Lex Insight, c'est parti. Tout de suite, on parle de la politique douanière de Trump. Quelles conséquences sur les entreprises françaises et européennes? On en discute avec mon invité, Marc Brocardi, associé chez Arsène. Marc Brocardi, bonjour. Bonjour Arnaud. Donald Trump a annoncé une hausse des tarifs douaniers pour les produits mexicains et canadiens. Quel est l'état actuel des mesures concernant ces pays voisins des États-Unis? Alors début février, en effet, le président Trump a annoncé des mesures contre le Mexique et le Canada avec des droits additionnels à hauteur de 25%. Pour, en fin de compte, ouvrir une phase de négociation. Puisque dès le 3 février, après avoir pris les décrets instaurant ces mesures, il les a suspendus pour un mois. Ce qui est intéressant de constater, c'est que ces mesures ont pour fondement, d'après M. Trump, les politiques de migration et de contrôle de l'immigration et le trafic de drogue. Et on comprend qu'il s'est servi de ça pour ouvrir un round de négociation qui se poursuit, puisque avant-hier ou hier, il a annoncé des droits sur l'aluminium et l'acier, mais erga omnes, c'est-à-dire pour tout, quelle que soit l'origine, donc ne visant pas seulement le Mexique et le Canada. En d'autres termes, il s'en sert comme un moyen de pression pour négocier d'autres choses avec les pays pour lesquels il augmente les droits de douane. C'est tout à fait ça, pour négocier des contreparties commerciales. Il ne vous aura pas échappé qu'il a aussi augmenté les droits de douane de 10% pour les produits chinois, avec là une entrée en vigueur immédiate, mais un flux de négociation qui s'ouvre. C'est sa manière de faire. C'est une vraie guerre commerciale que lance le président américain. On peut appeler ça, on n'y était plus habitué avec le multilatéralisme, c'est une guerre commerciale. Mais quand on regarde l'histoire, on se rend compte que ce genre de pratique a eu lieu depuis la nuit des temps, puisque les droits de douane est une des taxations les plus anciennes qui soient. Bien sûr. Alors on va venir maintenant aux conséquences de ces mesures. Quelles sont les conséquences sur les opérateurs du commerce international français et européen? Alors oui, on va raisonner européen, puisque c'est politique économique européenne. Les conséquences sont variables. Tout d'abord, c'est une conséquence en termes d'accès au marché, avec un renchérissement des produits, mais fabriqués en Chine. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes producteur UE, vous envoyez vos produits aux États-Unis, vous n'avez pour l'instant pas d'impact. Par contre, si vous faites de la R&D dans l'UE, vous développez des produits que vous faites fabriquer en Chine et qui sont destinés au marché américain, là vous allez avoir un impact. Alors ces conséquences, elles sont donc variables en fonction des secteurs. Il y a un secteur qui est très touché, c'est quand même le e-commerce, où on a beaucoup d'entreprises européennes qui envoient vers les États-Unis des produits fabriqués en Chine avec une origine chinoise et qui se trouvent donc taxés au droit additionnel de 10%, mais en plus qui perdent le bénéfice de la franchise Obama qui permettait à chaque importateur, à chaque personne américaine d'importer en franchise de droits de douane jusqu'à $800 par jour. Donc il y a un double effet qui est très problématique pour les marques du e-commerce. Alors, est-ce que on peut penser que les droits de douane vont être aussi étendus aux produits européens? Est-ce que Trump va s'attaquer à l'Europe véritablement, directement? C'est son discours. Après, reste à savoir où va aller la négociation. Ce qui est sûr, c'est que Trump fait aujourd'hui
état d'une balance commerciale défavorable aux US, en disant de l'ordre de 300 milliards de dollars, alors que la Commission est plutôt aux alentours des 183 millions d'euros. Et il fait état de cette balance défavorable aux US pour mettre pression sur la Commission européenne en disant potentiellement on va taxer vos produits. Il a fait des annonces, donc il y a un certain degré de certitude, mais encore une fois, c'est l'ouverture d'une phase de négociation. Et la Commission européenne et même le président Macron ont dit qu'il fallait avoir une réponse très ferme. Et selon vous, il y a une possibilité de rivaliser par rapport aux États-Unis? Comment on peut peser face à Donald Trump? Je pense, oui, il y a quand même une capacité d'investissement des entreprises européennes aux États-Unis. Il y a aussi la problématique de l'inflation, puisque si les habitudes du consommateur ne changent pas ou s'il ne trouve pas sur le marché américain les produits identiques, il va continuer à les acheter et le droit de douane viendra augmenter le prix de revient, donc aura un effet inflationniste. Après, il faut avoir une voie unique et ferme au niveau de la communauté européenne, et les intérêts des États membres ne sont pas forcément les mêmes. Par exemple, dans le secteur de l'automobile, c'est surtout les voitures allemandes qui sont concernées. Donc, il y a réellement une capacité de réaction, bien entendu, après, en pratique, il faut avoir la volonté politique pour le faire. Donc une capacité de réaction de l'Union européenne, mais que peuvent faire les entreprises elles-mêmes? Quelle stratégie adopter face à cette politique douanière? C'est un sujet qu'on étudie, parce que beaucoup de nos clients sont inquiets de ce point de vue-là. Il faut savoir que 60% des flux de commerce international sont des flux intragroupes. Et en intragroupe, on voit principalement des solutions en matière de gestion de la valeur en douane. Tout d'abord, il faut savoir que les États-Unis sont le seul pays au monde qui accepte le mécanisme dit de la first sell, qui permet d'asseoir la valeur en douane à l'importation sur le prix de vente fournisseur à partir du moment où, dès le départ du pays d'exportation du fournisseur, les marchandises sont clairement destinées au marché US. Donc pour un grand groupe, ça permet quoi? Ça permet d'éviter la taxation de droits de douane des intermédiaires dans la chaîne de valeur. D'accord. Donc ça, c'est un premier impact, une première solution, et nos collègues américains recommandent d'y recourir, mais ça ne vaut qu'en intragroupe, puisque de facto, vous disclosez la chaîne de valeur à l'importateur. Deuxième solution, qui est une solution fiscalo-douanière, c'est aux États-Unis, il y a un mécanisme de Reconciliation Programme qui permet de prendre en compte les ajustements prix de transfert dans la valeur en douane. Et il s'avère que normalement, quand vous garantissez à une filiale de distribution, toujours en intragroupe, une marge nette, et que cette filiale paie les droits additionnels, de facto, en prix de transfert, ça vous conduit à baisser votre prix de transfert pour lui maintenir sa marge. Et dès lors, une partie de l'effet du droit additionnel se trouve compensée par la baisse du prix de transfert. Alors ça, est-ce que c'est valable pour les PME? Eh bien non. Et c'est ça aussi, les grands perdants dans l'histoire. C'est les PME. C'est les PME. Les grands groupes peuvent s'organiser. Et ils peuvent aussi penser à changer leur supply chain, investir dans des capacités de production aux US, changer leur supply chain. Mais ça, c'est des solutions qui sont structurelles et qui nécessitent de la prévisibilité, de la sécurité juridique. Or aujourd'hui, avec cette phase de bluff, on n'en est pas encore là. Vous pensez justement que cette phase de bluff, elle va durer encore longtemps? Potentiellement, elle peut durer le temps que les négociations avancent. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, la complexité d'avoir une position commune au niveau de l'Europe fait que même si tout le monde est d'accord pour avoir une réponse ferme, il peut y avoir des intérêts particulier d'États membres, donc adopter une position commune prendra aussi du temps. Donc il n'y a pas aussi que côté américain qu'il faut voir les choses. On va conclure là-dessus. Merci Marc Brocardi d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet Arsène. Merci Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler du dernier livre de Vincent Brengart, Défendre l'impossible.
On poursuit ce Lex Inside. J'ai le plaisir de recevoir Vincent Brengartz, associé chez Bourdon et Associés, qui vient de publier aux éditions Michelin Défendre l'impossible. Vincent Brengartz, bonjour. Bonjour Arnaud. Vous avez défendu l'un des deux principaux accusés dans l'attentat de Nice. Qu'est-ce qui vous a poussé à partager votre expérience du procès en appel de l'attentat de Nice dans cet ouvrage Défendre l'impossible? Je me suis rendu compte que c'était des procès qui étaient souvent très médiatisés, mais qu'en revanche on parlait assez peu du travail qui était accompli par les avocats de défense et de tout ce que ça pouvait impliquer, aussi bien d'un point de vue personnel que d'un point de vue professionnel. Et c'est pour ça que j'ai rédigé cet ouvrage, pour permettre finalement à tout lecteur de s'asseoir sur les bancs de la défense et de partager cette expérience judiciaire pendant plusieurs semaines d'audience et avoir connaissance de nos doutes, avoir connaissance des questionnements que nous pouvons avoir. Alors, dans quelle mesure vous pensez que les droits de la défense sont menacés dans les procès liés au terrorisme? Je pense que la menace est une menace grandissante. Elle a connu une accélération considérable après les attentats de Paris en 2015 et on est véritablement face à un ensemble de changements législatifs qui durcissent ce droit qui est un droit qui était déjà un droit d'exception mais qui finit finalement par véritablement s'isoler par rapport au droit commun. Défense extrêmement difficile parce que vous devez être confronté à des magistrats professionnels qui doivent aussi compter sur la nécessité de devoir préserver l'ordre public. Et parfois, on peut avoir le sentiment que cette préservation de l'ordre public neutralise toute possibilité véritable d'avoir un débat contradictoire, équitable, par rapport à des personnes qui sont jugées pour des faits de terrorisme. Et c'est d'ailleurs ce par quoi je débute l'ouvrage en disant la parole de proche qui peut être comment fais-tu pour défendre un terroriste? Et souvent je le répète, en réalité je ne défends pas un terroriste, moi je défends des personnes qui sont suspectées de terrorisme et je pense que c'est justement la force de l'état de droit que de permettre à toute personne de pouvoir être défendue, mais c'est aussi la force d'une démocratie que de comprendre que parfois ce sont des personnes jugées qui sont très éloignées de l'attentat en lui-même. Alors, on revient sur l'attentat de Nice. Comment avez-vous abordé la défense de votre client face à l'émotion collective suscitée par cet attentat? C'est déjà une défense qui doit véritablement se construire de façon juridique, parce que même si l'association de malfaiteurs terroristes qui lui était reprochée est une infraction qui est considérée de fourre-tout, en attendant, elle répond quand même à des règles qui sont des règles jurisprudentielles, qui sont aussi des règles de pratique, et qui veulent que il y a des éléments matériels qui doivent être caractérisés. Il faut aussi caractériser un élément intentionnel. Encore une fois, même si c'était un droit d'exception, en attendant, on a quand même ce réflexe juridique. Donc ça, c'est la première partie, véritablement une appréciation technique par rapport aux éléments qui figurent dans la procédure. Et puis après, il y a aussi la préparation de celui qu'on défend, qui, c'est vrai, est non seulement confronté à la juridiction, et aussi confronté au regard de la cinquantaine d'avocats qui peuvent être constitués par les parties civiles, et aussi au regard qui est non seulement celui des parties civiles, mais aussi le regard de l'opinion. Comment on prépare son client, justement? On prépare son client en lui posant les questions que peut lui poser la juridiction et en lui faisant véritablement prendre conscience du fait qu'on n'est pas face à des procès communs. On n'est pas face à des procès communs parce que en fait, il a quasiment 3 ou 4 interlocuteurs. Il a à la fois la juridiction, il a le parquet, il a aussi les parties civiles, leurs avocats, mais aussi l'opinion. Et qu'on le veuille ou non, cette part de l'opinion, cette part de la médiatisation des procès peut aussi jouer un rôle important dans la manière dont une juridiction peut percevoir un dossier. Parce que même si les juges se réfugient souvent derrière le fait qu'ils ne lisent pas la presse, en attendant, on peut penser que si la presse est convaincue par exemple de l'innocence, ou si en tout cas elle entretient le doute, eh bien c'est un doute qui peut être plus facilement aussi entretenu auprès de la juridiction. Comment vous avez vécu, vous, personnellement, ces 8 semaines de procès? Moi, je l'ai vécu véritablement comme un investissement qui est considérable, parce qu'il faut rappeler que ce sont des dossiers qui sont extrêmement volumineux, hein, qui font plusieurs milliers de côtes dont il faut prendre connaissance, il faut pouvoir maîtriser son dossier sur le bout des doigts, et puis ce sont des semaines d'audience qui exigent une implication de tous les instants, aussi bien d'un point de vue physique, psychologique que professionnel, et ça peut aussi conduire à devoir mettre entre parenthèses d'autres activités du cabinet. Donc il faut véritablement faire un effort d'organisation. Nous, on a la chance d'exercer dans une structure de taille relativement importante consacrée au domaine du droit pénal international, ce qui fait qu'en fait,
tous les jours, on a d'autres contentieux, on a d'autres dossiers qu'il faut pouvoir traiter, mais en même temps, il faut aussi assurer une présence pour la totalité de cette audience. Donc c'est aussi un défi de taille qui peut se poser aux avocats. Et la question qui peut aussi se poser face à ce défi, c'est finalement quel est le périmètre et quelle est la marge de manœuvre que des avocats de la défense peuvent avoir dans ces dossiers, puisque les décisions qui sont rendues dans les affaires les plus médiatiques eh bien, tendent à convaincre du fait que cette marge de manœuvre est très réduite. Justement, la marge de manœuvre est réduite parce qu'il y a une émotion, comme je le disais tout à l'heure, collective qui est forte, il y a une pression médiatique. Alors comment on fait quand on est avocat de la défense, justement, pour défendre l'impossible, pour reprendre les termes de votre ouvrage ? C'est déjà faire un effort de vulgarisation juridique, vulgarisation factuelle. C'est de rappeler que bien souvent, après la commission d'attentats, eh bien, les auteurs principaux meurent du fait de l'intervention de la police, de la gendarmerie ou de forces spéciales, et que bien souvent, en fait, on est soit face à des complices, soit plus généralement, en fait, face à des personnes qu'on poursuit pour association de malfaiteurs, mais qui sont très en retrait de l'acte. Et donc c'est expliquer ça, expliquer qu'en fait on parle souvent de personnes qui n'ont même pas connaissance de l'attentat, du projet d'attentat en lui-même, mais auquel on vient reprocher le fait d'avoir pu penser qu'ils étaient confrontés à des personnes radicalisées, susceptibles de passer à l'acte. Donc il y a cet effort de vulgarisation et puis il y a aussi ce travail qui doit être fait pour véritablement prendre un à un les éléments du dossier pour convaincre du fait que les personnes n'ont aucun lien avec l'attentat lui-même. Au-delà de la vulgarisation, quel message vous voulez transmettre aux lecteurs de votre ouvrage ? Mais le message que je cherche à transmettre, c'est finalement une alerte par rapport à la manière dont ces dossiers peuvent être traités et du fait que, évidemment, que toute personne a le droit d'être défendue, mais qu'on a l'impression que finalement, cette évidence est de plus en plus menacée à la fois par une pratique juridictionnelle et aussi par l'opinion, notamment par le biais des réseaux sociaux, parce que vous avez une parole des avocats qui, non seulement dans la sphère judiciaire, dans ces affaires-là, prend de moins en moins ou a de moins en moins d'influence sur le processus de décision, et vous vous rendez compte aussi que notre parole peut parfois être discréditée par le biais des réseaux sociaux, où finalement il y a une sorte d'amalgame qui est de plus en plus fait entre les avocats et les personnes qui défendent. Donc c'est pour ça qu'il y a cet effort de pédagogie qui doit être fait, et le fait de permettre à toute personne eh bien, de vivre de façon concrète un procès antiterroriste pour comprendre les difficultés eh bien, que nous rencontrons dans ces dossiers avec des exemples à l'appui. Pensez-vous que justement que votre ouvrage puisse changer la perception qu'ont les gens des avocats de la défense, des avocats qui défendent la terreur, les avocats de la terreur ? Ben, je le souhaite véritablement, et ce que je rappelle en plus dans l'ouvrage dès le début, c'est que les avocats contemporains sont des avocats qui sont profondément légalistes, c'est-à-dire que en la matière, il n'y a pas de défense ou très peu de défense de rupture. On agit parce qu'on croit à l'application de la règle de droit, et on croit aussi que personne ne doit échapper à cette application rigoureuse de la règle de droit qui fait que eh bien, si on doit prononcer un non-lieu, une décision d'acquittement ou de relax, même si c'est un procès antiterroriste, on doit pouvoir le faire. C'est pour ça que c'est un ouvrage qui est un ouvrage de transmission pour permettre à toute personne de pouvoir se documenter sur ces procès, se documenter sur la réalité. Et ne serait-ce que parmi les réalités que je peux décrire, le fait que ces audiences durent parfois des mois et des semaines entières, mais que les personnes, lorsqu'elles sont interrogées, eh bien, le sont peut-être sur 1 ou 2 jours maximum. Ce qui, je pense, doit véritablement nous interroger collectivement sur le sens que nous donnons à ces procès, savoir si ce sont encore les procès d'accusés ou si ce sont les procès d'attentats de façon générale. On va conclure là-dessus. Merci Vincent Brengard. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet Bourdon et Associés et auteur donc de Défendre l'impossible, publié aux éditions Michalon. Merci de votre invitation. Tout de suite, l'émission continue. On va parler du rôle de la tech dans la profession notariale. Quel rôle pour la tech dans la profession notariale? On en parle tout de suite avec mon invité, Olivier Piquet, notaire, 3e vice-président du Conseil supérieur du notariat en charge du numérique. Olivier Piquet, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors la technologie joue un rôle de plus en plus important dans la modernisation de la profession notariale et transforme les pratiques. Comment le notariat français s'est-il adapté aux évolutions technologiques au fil des années?
J'allais dire que l'adaptation, c'est notre ADN, puisque c'est pas d'aujourd'hui qu'on s'est adapté aux nouvelles technologies. Notre première adaptation, elle date de 1999 avec la dématérialisation du fichier central des testaments. Jusque-là, on interrogeait en papier. À partir de cette date-là, on l'a interrogé de manière totalement numérique. Ensuite, on a dématérialisé la publication de nos actes en 2007. Juste derrière est venu en 2008 la signature numérique de nos actes avec l'acte électronique. Puis en 2018, on a fait l'acte avec la visioconférence. Et avec le Covid, on a développé l'acte avec comparution à distance. C'est-à-dire que là, le client n'est pas avec nous, il est chez lui, on certifie son identité et on reçoit également sa signature. Donc vous voyez, on a anticipé tout ça. Et quand je vous dis qu'on a fait l'acte électronique, par exemple, en 2007, le décret qui crée l'acte électronique, il était de 99. Ou l'acte en visioconférence, le décret était de 2005. Vous voyez, le notariat non seulement s'adapte, mais anticipe, j'allais même dire, les évolutions technologiques. Donc le notariat est proactif, vous avez cité un certain nombre d'outils. Quels sont aujourd'hui les outils qu'utilise la profession ? Globalement, c'est les outils que je viens de vous citer, c'est surtout l'acte électronique. Enfin, on est vraiment très dématérialisé. On a beaucoup d'études qui sont presque en zéro papier. Donc l'acte électronique, la visio. Après, on a des outils de CRM, par exemple des relations clients, de choses de ce genre. Et puis après, je veux dire, on est 8000 études, donc chacun a un petit peu ses petits outils. Certains utilisent déjà de l'IA aujourd'hui, ce qui est logique dans la tendance actuelle. Mais chez nous, on est plutôt prudent parce qu'un outil technologique, c'est bien, mais notre ADN, c'est aussi la préservation des données des clients. Donc, on ne va pas se lancer sur n'importe quel chantier sur l'IA. On va toujours être prudent par rapport à ça. Vous êtes prudent, mais vous avez une vraie vision sur tout ce qui est outils numériques. Quels sont les principaux axes de votre stratégie numérique pour le notariat ? Alors en fait, on a 4 axes qui ont été définis dans notre stratégie numérique. Le premier, c'est de renforcer notre souveraineté numérique. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un environnement où il y a des attaques cyber, on est sécurisé, mais on veut encore renforcer cette sécurité. Et pour mieux la renforcer, il faut mieux maîtriser nos outils. Donc le tout, c'est de développer nos outils maison, ou de développer des outils en tout cas qui dépendent des lois européennes rigoureusement pour éviter une fuite de données. Donc on va déployer effectivement une politique de sécurité pour la renforcer encore et toujours. On a renforcé aussi nos équipes numériques, puisqu'au sein du Conseil supérieur du notariat, on avait jusqu'ici un directeur du numérique. On a maintenant une équipe avec 4 dirigeants, donc on a sérieusement renforcé cet axe-là. Ensuite, on a le pôle développement, donc c'est là où effectivement on va développer les projets un peu concrets à la fois pour nos confrères et pour les clients, avec 2 axes là-dedans, donc l'IA dont on vient de parler, et j'allais dire qui est le sujet inévitable, on est obligé de parler d'IA. Donc nous, encore une fois, comme la préservation des données est essentielle pour garder la confiance des clients, vraiment le maître mot dans la profession, c'est la confiance des clients. Donc la sécurité des données, c'est voir les outils qui peuvent être utilisés, classifier les données pour savoir ce qu'on peut exploiter ou pas. Donc ça, c'est le premier axe, première priorité dans cet axe. La deuxième priorité, ça va être de créer aussi un portail client, puisque on sait aujourd'hui que la fragilité dans tous les échanges, c'est le mail essentiellement, avec les phishing, les récupérations de mots de passe, etc. Donc on veut essayer d'éradiquer le mail. Donc on va construire un portail où vous pourrez échanger avec votre notaire de manière totalement sécurisée. On a regardé un peu ce qui se passe sur impôts.gouv, sur les portails des banques. On va sonder aussi les confrères pour savoir quels sont leurs besoins. On va sonder aussi les clients parce qu'il faut que l'outil soit pratique pour tout le monde et complètement sécurisé. Donc voilà, ce portail client pour éradiquer le mail et je vais dire pour finalement quasiment créer notre marque. Aujourd'hui, quand on parle impôt, on parle impôt.gouv. Et bien l'objectif, c'est que demain, quand on dise notaire, on dise notaire.fr, le portail du notariat. Et puis enfin, dernier axe, mais pas des moindres, la formation. Parce que c'est bien beau de développer les outils, mais on est notaire, on n'est pas informaticien. Et donc, il faut qu'on monte en puissance encore. On a déjà des formations qui sont organisées, mais il faut qu'on les développe encore plus. Il faut qu'on accompagne nos instances locales avec des spécialistes du numérique pour les aider sur des questions diverses et variées qui peuvent se poser en matière de cybersécurité, puisque ça évolue tout le temps, en matière d'outils informatiques, tout simplement. Donc voilà les 4 grands axes de notre stratégie pour les années à venir. Alors vous l'avez dit, votre souhait, c'est plus qu'un souhait, c'est une ambition de se conformer plutôt à des plateformes européennes. Pourquoi la souveraineté numérique est-elle importante pour la profession notariale ? Justement pour la préservation des données.
parce que si on n'est pas soumis à une réglementation européenne, on a des réglementations, alors pour citer uniquement par exemple la réglementation FISA, qui est la réglementation américaine, où en vertu des règles de renseignement, si les États-Unis estiment qu'il y a une question de sécurité, ils peuvent demander à récupérer les données. Ça, c'est juste hors de question pour nous. Les données doivent être chez nous, ce sont les données de nos clients, elles sont confidentielles, personnelles. Il est hors de question qu'elles fuitent, donc on a toujours garanti ça et on continuera de le garantir. Donc c'est pour ça qu'il est essentiel que ça dépende à la fois en termes de réglementation, des réglementations européennes, et que l'hébergement de ces données soit un hébergement dans l'Union européenne. Alors, vous allez développer un nouveau portail avec d'autres services. Quels sont les autres outils en développement pour la profession? Alors, les outils, je vous dis, ça va être principalement l'IA. Alors, pour l'instant, en fait, comme on ne veut pas exposer encore une fois les données, on se concentre aussi sur ce que l'IA sait parfaitement faire, parce que l'IA progresse à une vitesse incroyable, mais on sait qu'il y a aussi des hallucinations, alors surtout dans le domaine juridique, donc la vérification reste essentielle dans les données qu'on peut trouver. Donc nous, on se dit que dans un premier temps, on va travailler sur ce que l'IA sait parfaitement faire, c'est-à-dire des mathématiques, des statistiques, et par exemple, on va travailler sur les bases de données immobilières. Vous savez qu'on fournit tous les 3 mois des chiffres sur l'immobilier pour donner des tendances. Eh bien, on va mettre des outils d'IA sur ces données-là qui ne contiennent pas de données personnelles, uniquement des prix et des mètres carrés pour permettre de deviner les tendances futures du marché immobilier. Vous avez une idée de date quant à la sortie de ces projets? Ça, c'est toujours très compliqué parce que je ne vais pas vous faire une promesse d'informaticien. Un informaticien vous donnera toujours une date, mais après, le temps que ça rentre en œuvre. Mais bon, l'objectif, ce serait quand même de sortir quelque chose sur cette année parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de laisser passer les trains. Il faut aller monter dans le train et, si possible, être dans la locomotive. C'est ce qu'on a toujours fait et c'est ce qu'on veut continuer de faire. Alors, vous l'avez dit aussi, il y a un enjeu de formation. Ça fait partie de votre stratégie. Alors, comment on forme et on sensibilise les notaires sur ces nouveaux outils que vous avez évoqués? Alors on les forme à 2 stades, je dirais. On les forme avant l'obtention du diplôme, c'est ce qu'on appelle la formation initiale, donc à l'université, au niveau des BTS. Donc là, on est en train de retravailler les programmes de formation avec les universités, avec les instituts de formation, pour justement intégrer une partie numérique et notamment, j'allais dire, appréhender l'IA, savoir les précautions à prendre. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle la formation continue, puisque une fois qu'on est notaire, ça ne se termine pas. On a une obligation de formation de 30 heures par an. Et ben, dans ce cadre, effectivement, ça va être par exemple de faire des modules de ce qu'on appelle du e-learning. Donc par exemple des petites vidéos qui se termineront par un quiz pour s'assurer qu'effectivement les confrères ont bien conscience des règles de sécurité notamment, et qu'ils les mettent en œuvre et puis qu'ils se mettent à jour, puisqu'encore une fois, les attaques d'il y a 4-5 ans ne sont plus les attaques d'aujourd'hui. On va conclure là-dessus. Merci Olivier Piquet. Je rappelle que vous êtes 3e vice-président en charge du numérique au sein du Conseil supérieur du notariat. Merci beaucoup Arnaud. Merci de votre fidélité. C'en est terminé de Lex Inside. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.